Est-ce que les femmes mangent vraiment plus de salade que les hommes? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les kebabs? Bref, pourquoi les femmes et les hommes ne mangent pas pareil? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire, pour te redonner foi en l'humanité et t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nora Boisouni pour parler de nourriture et de stéréotypes de genre pour comprendre ce que notre alimentation dit de nous. Salut Nora. Salut. La patate, j'adore. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste, passionnée de cuisine et de bouffe, et féministe. Et tu es l'autrice d'un super livre, Stexisme, pour en finir avec le mythe de la femme végétarienne et du mec viandard sur les stéréotypes de genre dans l'alimentation. J'ai dévoré ton livre, que j'ai découvert grâce à Alexia, du podcast Présage d'ailleurs. Super podcast. Ouais. Et c'était tellement riche que je vous propose 2 épisodes. On va faire un épisode sur le rapport des femmes à l'alimentation et un sur le rapport des hommes. Donc en gros, qu'est-ce qu'une femme est soi-disant censée manger pour être une femme acceptable et pourquoi? Et inversement pour les mecs. Ça te va? Très bien. Pour commencer, est-ce que toi qui nous écoutes, tu as conscience que ce que tu manges révèle beaucoup de choses sur toi? Moi, j'ai adoré l'intro du bouquin où tu expliques que ce que tu manges, c'est plein d'indices en fait sur où tu vis, tes origines, ton âge, ta catégorie sociale, tes croyances. Les carottes, ça rend aimable, et les produits allégés, ça fait maigrir, ou la viande, ça rend fort. Et ça donne aussi des indices sur ton genre, parce que dans nos cultures, il y a beaucoup de stéréotypes de genre et d'injonctions cachées dans la bouffe et ce qu'on devrait davantage manger, soi-disant, pour être plutôt un homme ou une femme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La bouffe, c'est l'identité de quelqu'un. C'est pour ça qu'on voit autant de résistance, par exemple en France, autour du végétarisme dans les cantines, autour de la consommation de viande, notamment de viande transformée. Dans mon premier livre Féminisme, où je parlais déjà de genre et d'alimentation, j'évoquais ce communiqué de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je crois que c'était en 2015, qui avait publié un rapport disant que la viande, les produits transformés de viande, donc la charcuterie, en gros, c'était possiblement cancérogène et qu'il fallait vraiment pas en manger beaucoup. Et il y a eu une espèce de raz-de-marée en France d'hommes, parce qu'il faut le dire, c'était des hommes, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, en disant « oui, on peut plus manger ce qu'on veut », un peu comme on peut plus dire ce qu'on veut, quoi. Oui, alors que c'est juste factuel. Enfin, ah oui, non, mais si tu veux continuer à manger, pas de souci. Mais... Ouais, mais au fond, ce que ça reflète, c'est que la bouffe, c'est profondément identitaire, dans le vrai sens du mot identitaire, et pas dans le sens extrême droite, même si, justement, il y a une récupération des extrêmes, on pourra peut-être en parler, quand on parlera des hommes, surtout. C'est quelque chose qui fait partie de soi, c'est notre éducation, c'est les traditions familiales, c'est la religion, c'est la zone géographique, c'est vraiment quelque chose qui fait... C'est une partie de nous. Donc, on a du mal déjà à changer nos habitudes, on a du mal à réaliser et à admettre qu'il faut les changer par rapport au climat, à l'environnement, à la planète. Donc, c'est quelque chose qui est profondément ancré en soi et c'est difficile de toucher à l'alimentation. Moi, je vois bien, j'écris sur le genre et l'alimentation. Ouais. Et j'ai des gens j'ai eu des menaces de mort et de viol et des trucs racistes, et des insultes misogynes. Okay, wow. Enfin, on a l'impression qu'on est en train de dire aux gens que ce qu'ils font c'est mal et qu'ils sont tous des merdes de toute façon et que c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Les gens ont du mal à modifier leur pratique alimentaire parce que ça voudrait dire qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre et ne plus être qui ils sont et changer leur identité. Et ça, il y a tellement de gens qui sont terrifiés par ça. Il y a une grosse résistance, mais au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on fait déjà? C'est ce que j'explique au début du bouquin, quand je parle de performance de genre et quand je prends l'exemple d'un premier date entre 2 personnes et qu'on va au resto et qu'on se demande ce qu'on va prendre. On performe le genre différemment selon l'heure de la journée, la zone dans laquelle on se trouve, les gens en face de qui on est. Est-ce qu'on doit performer le genre pour assurer sa survie? Est-ce qu'on doit performer le genre pour avoir une augmentation, pour se rendre plus désirable? Et donc au fond, je trouve ça drôle parce qu'on module
nos identités, parce qu'on n'a pas une seule identité, on les module tout le temps en fait. Et quand on touche à la bouffe, il y a vraiment quelque chose de résistant. Et je pense que c'est aussi le fait qu'on habite en France, parce qu'on a soi-disant inventé la gastronomie, donc c'est intouchable la nourriture en France. Donc on ne pourrait pas toucher à la cuisine française qui, c'est vrai, a des origines quand même très viandardes, et c'est encore le cas. Et la viande, on en parlera plus tard, mais a une forte valeur symbolique aussi. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de demander aux gens de réduire leur consommation de viande, notamment aux hommes. Mais sur l'identité, c'est un marqueur fort, en tout cas, de nos identités. Je me rappelle dans le podcast Plan culinaire que je faisais il y a quelques années, on avait fait un épisode sur Noël, sur pourquoi vous allez encore vous engueuler à Noël à table. Et on avait eu le témoignage d'un jeune homme qui nous racontait que la dernière fois, Noël précédent, il était rentré dans sa famille, il était avec sa copine et il était devenu végétarien. Et en fait, ça a été une déflagration dans sa famille, c'est-à-dire que sa mère est partie dans sa chambre faire la gueule, pleurer et tout, quoi, en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi t'es comme ça ?» En gros, en changeant de mode d'alimentation, notamment quelque chose d'aussi fort, on va dire, que devenir végé ou vegan, dans une famille ou une tradition de nourriture à base de viande est là depuis très longtemps, ou peut-être que justement c'est un moyen de montrer son amour et son affection à ses enfants ou autres. Dire qu'on devient végé, c'est un peu faire sécession de la famille et c'est dire « je suis différent de vous ». J'avais vu un tweet d'un mec qui racontait que ça avait été plus facile de faire son coming out homosexuel à ses parents que d'annoncer qu'il arrêtait de manger de la viande. C'est quand même fou. C'est quand même, on ne tue personne, on n'emprisonne personne aujourd'hui dans le monde. On arrête de tuer des animaux, même plutôt. Végé, voilà. Non, mais même, on ne tue pas des végétariens parce qu'ils sont végétariens. On tue des homos parce qu'ils sont homos ou des personnes trans parce qu'elles sont trans. Donc c'est terrible de se dire qu'il y a il y a un clivage aussi fort et des résistances aussi fortes, mais c'est compréhensible. Et tu as dit l'expression performer le genre. Moi, je connaissais pas forcément. Pour vous expliquer, c'est qu'effectivement, souvent, on mange ce qu'on aspire à être. Donc, de la viande pour être fort et musclé, des légumes pour être en bonne santé. Dans cet épisode-là sur les femmes, peut-être plus des salades pour mincir. Et je lis un passage de ton livre. On apprend aux femmes à être délicates et désirables, à manger des choses saines, proprement et en petite quantité. L'homme, lui, doit s'y connaître en vin, manger de la viande et payer l'addition. Boire un cocktail au litchi avec un petit parasol pourrait lui faire perdre des points de virilité, tandis qu'elle, commander un steak frites avec ketchup et mayo pourrait la rendre moins désirable. Chez vous, mesdames qui nous écoutez, voilà, qui s'est pas dit, si je commande des frites, qu'est-ce que mon date va penser de moi, quoi ? Et inversement, un mec qui commande un jus de fruits, quoi. Mais du coup, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on a envie ou besoin de montrer qu'on est vraiment un homme ou vraiment une femme Quand on performe le genre, ça peut être la performance de genre, c'est Judith Butler qui en parle dans ses livres. Ça peut être par rapport au maquillage, ça peut être par rapport à la coiffure, ça peut être la façon dont on s'habille, ça peut être la façon dont on parle, ça peut être vraiment plein de choses. On performe le genre, c'est-à-dire qu'on essaie de renvoyer une image de notre genre qui soit binaire, puisque la société est binaire aujourd'hui. Donc, il y a le genre masculin, le genre féminin, et il y a des gens qui s'identifient ni à l'un ni à l'autre, mais il y a quand même des performances de genre liées à ces deux genres-là. Donc, c'est lié profondément à une bicatégorisation de la société qui repose, et c'est très important, sur une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire il y a deux catégories, les femmes et les hommes. S'il y a une hiérarchie, c'est un patriarcat, c'est une société à domination masculine dans laquelle cette bicatégorisation féminin-masculin voit les femmes être inférieures aux masculins. Et c'est très important pour ce dont on va parler dans ces deux épisodes, de rappeler qu'il y a une hiérarchie et que les hommes sont situés au-dessus des femmes. Donc quand on mange, déjà quand on est seul, on pense à ce qu'on met dans notre corps, littéralement on incorpore, donc on fait corps avec la nourriture. Donc, on se dit, est-ce que c'est, entre guillemets, bien ce que je mets dans mon corps ? Est-ce que ça va me faire du bien ou me faire du mal ? Et quand on est avec d'autres personnes, qui a un rapport, on va dire, de séduction, par exemple, ou un rapport hiérarchique, on va pas manger de la même manière qu'avec ses amis, où on se dit, ils vont pas me juger, entre guillemets, il y a des gens... Même avec ses amis. Voilà, on peut, c'est possible. Mais en tout cas, on a peut-être plus confiance en ses amis, mais le regard des autres nous pousse à adopter des habitudes, des comportements qui seraient
cohérent avec le rôle traditionnellement attribué aux femmes et aux hommes dans une société genrée, bicatégorisée et hiérarchique. Donc, les hommes sont censés s'y connaître en vin et aimer le whisky. Les femmes sont censées boire du rosé et manger des kumquats et du quinoa. Et elles sont pas censées être musclées, elles sont pas censées payer l'addition parce que il y aurait un rapport de domination qui s'inverserait, etc. Donc on performe le genre, malgré nous aussi, c'est pas du tout conscient forcément. Mais quand on est une femme et qu'on a un rendez-vous galant avec un homme, oui, on se pose plein de questions. Alors, si je mange une salade, il va penser que je suis pas une bonne vivante, mais en même temps, si je prends un steak frites et trois pots de mayonnaise, il va se dire super, la meuf, en fait, elle fait pas gaffe à elle. Enfin bon, on s'imagine plein de choses en fait. Ouais. Et alors, résultat, est-ce que les hommes mangent vraiment plus de viande et les femmes plus de salade? Eh oui, la réponse est oui. Moi, c'est la question que je me suis posée pour écrire le deuxième livre. Je me suis dit, mais je pensais beaucoup j'adore la pub. J'adore la télé, pardon. J'adore pas la pub, je déteste la pub. Mais j'adore la télé. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de décortiquer les publicités. Donc, c'est là où j'ai commencé à tirer le fil de ce deuxième livre. Et en me disant, mais attends, parce qu'il y a quand même des pubs avec des yaourts, il y a quasiment que des meufs qui jouissent en mangeant des yaourts. Est-ce que vraiment les meufs, ne jouissent pas en mangeant des yaourts, ça je le sais, mais est-ce qu'elles mangent des yaourts? Et pourquoi les pubs charales? C'est quasiment que des mecs qui sont mis en scène avec un vocabulaire de compétition, sportif, etc. Et donc, je suis allée me renseigner et il suffit de googler 3 mots, en fait. Et donc, je suis tombée sur cette étude INCA 3. Donc, c'est déclaratif, c'est-à-dire que c'est les gens qui disent « j'ai mangé ci, j'ai mangé ça ». Donc, on sait exactement ce que mangent les Françaises et les Français, des enfants jusqu'aux personnes âgées, en fait. Et oui, la réponse est les hommes mangent 2 fois plus de viande que les femmes, boivent 3,5 fois plus d'alcool que les femmes, et les femmes mangent plus de compotes, plus de soupe, etc. que les hommes. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Par exemple, la viande crue, les hommes en mangent plus, mais les hommes mangent plus de poissons crus aussi que les femmes. Donc, il y a des grosses différences dans certains types d'aliments, mais dans d'autres types d'aliments, il n'y a pas tant de différences que ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple les femmes consomment, j'ai plus le chiffre, mais vraiment beaucoup plus de compléments alimentaires que les hommes. Ouais, et ça marche aussi en fait pour la quantité d'aliments où j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais que les grandes portions et les plats caloriques, voilà, c'est vu comme masculin, et une petite assiette, voilà, c'est qualifié de féminin, quoi. Dans nos imaginaires, les hommes sont censés manger plus que les femmes. Et pas un peu plus, beaucoup plus. Alors que dans les recommandations gouvernementales en termes d'apport calorique, par exemple, alors déjà, on va remettre les choses à plat. Non, les femmes et les hommes n'ont pas besoin de manger très différemment. Notre genre ne doit pas dicter nos apports en protéines, en vitamine C, voilà. Il y a des différences, par exemple le fer. Les femmes cisgenres, donc on rappelle cisgenre, c'est quand on a été assigné, quand le genre auquel on était assigné à la naissance correspond à notre genre. Moi, je suis une femme cisgenre. Quand je suis née, on a dit c'est une fille. On a vu mes signes extérieurs, génitaux, etc. Et je m'identifie comme femme. Donc ça, c'est cisgenre. Les femmes, en fait, qui menstruent, qui sont enceintes, ont besoin de plus de fer que les hommes. Le fer, on le trouve principalement dans la viande. Donc c'est drôle déjà que cette croyance selon laquelle les hommes doivent manger plus de viande que les femmes ne se retrouve pas dans les recommandations scientifiques, etc. Sur la quantité de nourriture, on sait aujourd'hui, d'après donc le PNNS, c'est eux qui nous recommandent de manger ci, ça, ça. D'une part, les femmes et les hommes ne doivent pas avoir des consommations en protéines, par exemple, plus élevées. Donc on doit tous et toutes manger la même chose. Même si les hommes peuvent peser un peu plus lourd en moyenne, avoir besoin de... C'est là où je veux en venir. En fait, les recommandations du PNNS en termes d'apport calorique, c'est très différent, les calories et la quantité. Je vais faire un petit exemple très simple après. Il y a écrit à taille égale, à poids égal, à activité physique égale. Donc déjà, ça fait quand même beaucoup de critères. Les hommes doivent manger à peu près, on va dire en moyenne, entre 500 et 800 calories de plus que les femmes. Plutôt 500 calories de plus que les femmes. Mais c'est pas tous les hommes doivent manger ça plus que les femmes. Serena Williams, elle doit manger bien plus que toi. C'est une sportive de haut niveau. Je crois pas qu'il soit un sportif de haut niveau. Tu vois? Donc, il y a des différences comme ça. 500 calories, c'est quoi? C'est à peu près un croissant. Le problème, c'est que les hommes mangent beaucoup plus que les femmes. Ils mangent plus 38% que les femmes. Ce qui est énorme. Wow. Donc, c'est pas que 500 calories. Parce qu'ils mangent pas 38% de carottes râpées. Oui. Donc, il y a un apport en termes de quantité de nourriture
qui est trop élevé par rapport à ce qu'ils devraient manger. Si tu manges 500 calories, un croissant, c'est assez léger, un croissant. Si tu manges 500 grammes, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas qu'on confonde quantité et apport calorique. Okay. Donc, 38% de bouffe en plus, c'est pas juste 500 calories en plus, ça m'étonnerait que ce soit ça. Non, c'est 18 croissants, quoi. Et pour moi, le message aussi derrière ce rapport à la quantité, c'est que les hommes, c'est OK si on se goinfre et si on prend du plaisir, alors que les femmes, vous voyez plus, on vous apprend plus à voir la nourriture sous l'angle de la santé, quitte à se priver, quoi. Ouais, de la restriction, c'est ça. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, on valorise chez les hommes l'excès, que ce soit l'excès en quantité ou l'excès en gras, en sucre, en sel. On sait que les régimes des hommes, la façon dont ils mangent est trop riche, en tout cas, est plus riche que les femmes en gras, en sucre et en sel. Et chez les femmes, on valorise la restriction. On parlait tout à l'heure d'injonction à la minceur. Depuis qu'on est petite, on nous apprend qu'il faut pas manger trop, sinon on va grossir. Ouais. Et grossir, ça déclasse. J'ai halluciné. 4 personnes sur 5 qui font un régime sont des femmes. Et ouais. Alors qu'il y a plus de mecs que de femmes en surpoids. Genre... Ouais, alors justement, mais c'est ça. Mais là où est toute la contradiction et le scandale de toute cette histoire, c'est que les femmes et les hommes, quand on demande aux femmes qu'elles pensent de leur silhouette, elles se trouvent trop grosses. Et donc même des femmes qui sont entre guillemets dans une norme de minceur, qui sont pas, j'aime pas le mot en surpoids parce que pour moi ça veut pas dire grand chose et c'est très médicalisant. Mais bon, en tout cas des femmes qui sont minces se trouvent trop grosses. Mais quand on demande à des hommes qui ne sont pas minces et qui sont donc gros, on va dire, ce qu'ils pensent, ou entre guillemets en surpoids, ce qu'ils pensent de leur corps, ça va. Ou alors, les hommes, souvent, c'est qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez musclés. Ils se trouvent trop maigrichons. C'est fou de se dire qu'on vit avec ces stéréotypes-là qui sont à ce point différents entre ce qu'on attend, entre guillemets, du corps d'une femme et du corps d'un homme. Mais c'est terrifiant. Les régimes, ça fonctionne pas. Les femmes sont presque toutes au régime. Dans le dernier bouquin de Virginie Despentes, Cher connard, elle fait dire à son héroïne, je crois pas qu'il existe aucune femme qui, quand elle mange, ne se demande pas si ça va la faire grossir. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça modifie même notre perception de nous-mêmes parce que ça, j'ai halluciné en lisant dans ton livre que les hommes sous-estiment leur poids et les femmes le surestiment. Ouais, c'est ce que je disais. Les femmes se trouvent toujours trop grosses. Les hommes se trouvent bien. Ils pensent qu'ils pèsent beaucoup moins qu'ils pèsent et ils se voient pas comme on les verrait, par exemple. Ce qui est triste aussi. Je veux dire, mais moins triste que les femmes. Et c'est vrai que un homme gros, souvent, c'est forcément ça fait moins viril selon nos normes, mais voilà, on va dire que c'est un bon vivant. T'en parles un peu aussi, surtout s'il est riche, voilà, ça fait plus classe parce que bon, les pauvres, ça se goinfre, alors que les riches, voilà, ça c'est bien manger. Mais donc il y a, c'est un peu comme un mec qui sort avec plein de filles, c'est un don juan, et une fille qui sort avec plein de mecs, c'est une prostituée, quoi. Enfin... Ouais, oui, c'est valorisé. Alors la grossophobie discrimine tout le monde et déclasse tout le monde, hein. Mais c'est vrai que ça déclasse les hommes plus sur un terrain de virilité qu'autre chose. Les femmes, ça les discrimine ça les déclasse sur un peu tout. Il y a une présomption, comme tu le dis, c'est très classiste, hein. Il y a une présomption d'incompétence nutritionnelle chez des personnes moins riches ou pauvres quand elles sont grosses que chez les personnes riches. Voilà. Quand on est riche et qu'on a de l'embonpoint, c'est parce qu'on se fait plaisir, on mange des bonnes choses. Alors que quand on est pauvre et qu'on a de l'embonpoint, c'est parce que on a moralisé la bouffe, donc on moralise les gens. Donc c'est tiens, sûrement il sait pas manger, il sait pas quoi faire à manger, il mange de la merde, quoi. Il doit manger au McDo, ce pauvre gros, ce gros pauvre. Donc c'est atroce. Mais les femmes ont cette injonction à la minceur qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Dans ce contexte, tu m'as fait découvrir le phénomène des mukbangs qui apparaît en Asie, où donc des femmes toujours minces ont des millions d'abonnés sur YouTube et se filment en train de dévorer des montagnes de burgers, de charcuteries, de merguez, etc. Pourquoi ça cartonne selon toi ? Pourquoi ça cartonne ? Alors le mukbang, donc c'est une pratique de Corée du Sud à la base. Il y a plein de mukbangers, comme on appelle ça, sur YouTube notamment, sur Twitch, et j'imagine aussi aujourd'hui. C'est principalement des femmes. Il y a quelques hommes qui sont les superstars, effectivement, et ils sont aussi minces. C'est des mecs asiatiques. Donc il y a des personnes qui sont pas forcément asiatiques aussi, hein, qui ont beaucoup d'abonnés, mais c'est vrai que le phénomène vient de là-bas. C'est donc des femmes très minces qui, comme tu le dis, engloutissent des montagnes de nourriture hyper calorique, ou bien, vu que ça vient d'Asie, il y a aussi des montagnes d'animaux de la mer.
Donc Ok. ça va être des gros crabes parce que ça fait du bruit. Donc et on va sucer. Pardon pour les gens qui sont misophones. Je viens de faire un bruit très très désagréable. Ça Mais on devient va sucer des ASMR. carcasses de crabes, etc. Ça cartonne pour plein de raisons, mais comme plein de choses peuvent cartonner où on se dit mais regarder quelqu'un manger, c'est quoi le truc? Ou comme moi j'adore la SMR, mais il y a des gens qui trouvent ça horrible et inintéressant et désagréable. Ce qui est intéressant dans le mukbang, c'est la subversion des normes de genre. Comme on le disait, les femmes sont censées manger en petite quantité, discrètement, sans faire de bruit, pas à l'excès, des nourritures hypocaloriques. Le mukbang montre l'exact inverse, montre des femmes qui mangent. Défonce un interdit, quoi. Ouais, alors c'est comme je l'écris, c'est à la fois on défonce un interdit, comme tu le dis, effectivement, une norme, on subvertit une norme de genre avec des femmes qui suçotent des carcasses de poulet devant des millions de gens qui les regardent, mais ces femmes, comme on l'a dit, sont minces. Donc elles réussissent une espèce, ça je les appelle des licornes un peu dans le livre, et c'est ce que dit la chercheuse dont je cite la thèse. C'est des licornes parce que c'est des femmes qui, à la fois, réussissent à ingérer des milliers de calories et qui écrivent en plus le nombre sur l'écran pour montrer que c'est une espèce d'exploit, comme une sorte de record. Donc, il y a une performance, mais qui reste très mince. Du coup, ça reste acceptable, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a une espèce de graal inatteignable pour une femme? C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous dit, et quand je parle des chocolats, c'est ce dont je parle, c'est à la télé, c'est pareil, on voit des femmes manger du chocolat, elles sont toujours minces. Parce que si on montrait des femmes grosses manger du chocolat, bah personne n'achèterait de Ça se chocolat. vendrait moins bien. Ouais. On se dirait, ah bah non, ça va me faire grossir. Bêtement, alors que oui, le chocolat, ça peut faire grossir dans le sens où c'est hyper calorique, c'est gras, c'est du sucre. Donc c'est délicieux. Mais disons que c'est une nourriture qui est entre guillemets interdite aux femmes puisque faut rester mince. Donc le mukbang c'est intéressant, mais ça subvertit pas tant que ça justement les normes de genre puisque ça me reste mince. Et dans les commentaires, des gens mangent par procuration. Donc dans les commentaires, on voit plein de gens leur dire oh là là, j'adore te voir manger parce que moi je suis au régime, je mange un crackers et de l'eau. Ou bien je fais un jeûne et c'est un tel bonheur. Donc, on a des gens qui ont ce qu'on appelle des TCA, des troubles du comportement alimentaire, dans les commentaires, qui trouvent génial que cette femme engloutisse des quantités incroyables de nourriture. Pas un fantasme, mais oui, à la fois un fantasme, mais aussi que ces gens qui sont en restriction alimentaire, voire qui ont des maladies mentales par rapport à ça, de l'anorexie ou de l'hyperphagie, etc., disent « Ah là là, tu compenses que j'ai pas le droit de manger ». Mais elle reste mince. Donc, il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Mais comment tu fais pour rester mince parce que moi je grossis et tout. Et donc il y a une espèce de subversion à la fois, mais en même temps elle reste dans le rang. Elle correspond à un idéal de minceur. Et c'est des femmes qui ne racontent pas les coulisses. Certaines racontent, certaines disent bah en fait je compense, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport. Du sport tous les jours. Et il y en a sûrement qui se font vomir. On peut pas rester à 50 kilos si on mange 10 000 calories comme ça, c'est pas possible. Tu dois faire des vidéos tous les jours. Voilà, alors c'est pas tous les jours, mais niveau métabolisme, bon, c'est pas, puis même c'est pas terrible pour la santé d'outre-manger comme ça. Donc il y a c'est des licornes parce qu'on se dit ah mais c'est pas possible, comment tu fais? Et on les admire du coup. C'est marrant de se rendre compte à quel point si c'était un mec, en fait, ça me choquerait beaucoup moins, ce qui montre bien que c'est genré et qu'en fait justement elles mangent entre guillemets comme des hommes, voilà, bruyamment, en grosse quantité. Oui, il y a un rapport avec le désir. Quand on parlait tout à l'heure, quand on parlait de rendez-vous, il y a un côté sexuel aussi, et on a peur des femmes qui mangent beaucoup, entre guillemets trop, parce qu'on se dit que c'est des femmes qui vont dévorer les hommes aussi, qui seraient des mangeuses d'hommes. Donc sexuellement parlant, il y a une corrélation entre la consommation de nourriture et on va dire la consommation entre guillemets de l'autre. On va se dire, dans nos têtes, tu veux dire? Ouais, on va dire elle va me bouffer. Là, cette meuf-là, elle va me bouffer. Moi, je vais être dévirilisée parce que elle doit avoir un appétit sexuel énorme et les femmes sont pas censées avoir un appétit sexuel aussi gros que les hommes non plus. Toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé dans tes repas, dans ton rapport à la bouffe, de faire tout ce travail? Qu'est-ce que ça a changé? Bah, j'ai pris encore plus conscience que c'est pas parce qu'on écrit un livre sur le sujet qu'on arrête de penser ce qu'on pense. En fait, les stéréotypes, les pensées magiques, les croyances, tout ça, c'est tellement profondément ancré dans nos cerveaux que c'est extrêmement dur de s'en débarrasser. Des millions d'euros de marketing en face aussi, quoi. Ouais, et que
je suis une femme confrontée à des injonctions à la minceur en permanence et que, oui, j'ai peur de prendre du poids. Voilà, et que c'est un peu débile. Je suis une femme plutôt, on va dire, plutôt mince. Donc je ne subis absolument pas de grossophobie. Mais j'ai peur de grossir parce que parce que la société me dit que c'est pas bien, que je devrais être mince et tout. Sur ma propre alimentation, j'essaye de travailler sur justement mes croyances moralisantes sur la bouffe en me disant c'est pas parce que j'ai mangé des frites 2 fois aujourd'hui que ça fait de moi quelqu'un de pas bien et que je fais du mal à mon corps. Parce qu'on fait pas du mal à son corps si on prend 2 fois des frites. Hein, voilà, on se fait plaisir. C'est pas grave. Tant que c'est pas tous les jours et qu'on mange pas que ça. Comme les courgettes vapeur. Sinon on meurt. Et ça a surtout, ça m'a un peu, et j'ose dire le mot parce que pour moi il est pas moche ce mot, ça m'a radicalisée aussi dans la façon dont je reçois les commentaires des autres sur ma façon de manger, ou bien au resto, si un serveur ou une serveuse fait une remarque sur le fait que c'est moi qui bois de l'alcool et pas le mec en face de moi, si je reprends 2 fois du dessert, enfin bon, ça m'a... Voilà, et puis c'est surtout que, en fait, quand on écrit des bouquins, mais aussi quand on les lit, on est plus armé. Ouais. On a des outils pour rétorquer des choses aux autres en leur disant « Ah non, c'est faux ça, par exemple. Ah non, vraiment, je t'assure, c'est faux. Si tu veux, je te montre, il y a la source là. C'est faux. » Et ça, c'est cool. J'ai l'impression que maintenant, dès que je mange quelque chose, je me demande attends, est-ce que je le mange parce que j'en ai envie ou parce que je me soucie du regard des autres avec qui je suis ou parce que pour passer pour un écolo ou au contraire pour passer pour un mec viril, mainstream quoi. Mais c'est important. C'est important de se poser la question. Et c'est pas grave si on va pas jusqu'au bout c'est pas grave si on se dit ah ouais non mais en fait je suis en train de manger ça pour avoir l'air de quelque chose ou quelqu'un. Mais je vais quand même le manger, c'est pas grave. Okay. Mais c'est conscient, quoi. Ouais, tant qu'on conscientise aussi le fait que on mange pas toujours pour se faire plaisir, parce qu'on peut pas toujours non plus, hein, mais ou qu'on mange pour paraître plus viril ou plus féminine ou whatever, c'est bien de se dire ah merde, je me suis encore fait avoir. Bon, tant pis cette fois-ci, bon, d'accord. Mais ça peut aussi faire qu'on change des choses et qu'on se dit en fait fuck it, je suis comme ça et si ça plaît pas à l'autre en face, tant pis quoi. Ouais. Toi, pourquoi ça te tient à cœur de mettre en lumière ces stéréotypes de genre ? Au fond, il y a 2 choses. Il y a que la nourriture, c'est profondément universel. C'est pour ça que j'aime travailler sur cette thématique, sur l'alimentation. J'adore la cuisine, mais j'adore la bouffe surtout. J'adore parler de nourriture, j'adore parler de comment on mange, de pourquoi on mange, de qui mange quoi. Et donc la bouffe, c'est universel, comme je disais. Quand on a la chance de pouvoir manger 3 fois par jour, on en parle 3 fois par jour. On est en France surtout un peuple français qui adore parler de nourriture. Et quand on est à table, on parle de nourriture. Et quand on n'est pas à table, on parle de nourriture. Puis sur la thématique du genre, bon, moi, comme tu l'as dit, je suis féministe. Mon engagement, il se reflète dans ce que j'écris. Et parce que on vient tous et toutes presque d'un foyer où quand on avait une mère, c'était souvent elle qui faisait à manger, et c'est dans les statistiques de l'INSEE, hein, dans les couples hétérosexuels, un père, une mère, une femme, un homme, d'autant plus quand il y a des enfants, ce sont les femmes qui s'occupent de la nourriture, de préparer les repas à plus de 80%, et ça ne change pas. Okay. C'est-à-dire que depuis 50 ans, ça ne change pas. On va me dire, oui, mais attends, il y a eu les micro-ondes. Merci les micro-ondes. C'est pas grâce aux micro-ondes que les hommes en ont fait plus, hein, au contraire. Donc voilà, il y a vraiment une évidence de lier les 2 thèmes, d'autant aussi que nous, les femmes, sommes confrontées à des stéréotypes dès le plus jeune âge, notamment des injonctions à la minceur, une grossophobie qui est quand même plus visible et plus discriminante vis-à-vis des femmes que des hommes. Donc ces 2 thématiques me semblaient aller de soi. Est-ce que tu as des témoignages ou des anecdotes des lectrices femmes ? Ah, mais il y en a plein, le premier comme le deuxième. Le deuxième, c'est surtout vraiment, comme on disait, le rendez-vous galant qui parle à tellement de femmes et tellement d'hommes, quoi. Alors, on va pas faire semblant, hein, quand je fais des conférences, des dédicaces, des tables rondes, il y a largement plus de femmes que d'hommes. En général, il y a vraiment 98% de femmes. Mais quand il y a des hommes, ils viennent me parler aussi après, notamment des hommes végétariens, en fait, qui viennent, ou véganes, et qui me disent à quel point, et on en parlera dans l'épisode suivant, mais à quel point leur régime alimentaire vegan ou végé est perçu comme des virilisants, et que vraiment, ils se tapent des remarques atroces. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà. Que ce soit des remarques sexistes ou homophobes sur le fait qu'ils mangent pas d'animaux morts.
Mais donc j'ai beaucoup d'anecdotes sur des rendez-vous galants. J'ai beaucoup d'anecdotes aussi sur ah mon père pense que ça c'est beaucoup. C'est Ouais. oh là là ça m'a fait du bien de lire ton livre parce que j'ai pu j'ai des arguments justement à lancer à mon père qui à chaque Ok. fois quand on est à table resserre mon frère et moi à chaque fois que je veux me resservir il me fait une remarque sur mon corps. Ah ouais ouais ou alors mon Ah père ouais. qui est un fan de barbecue qui me dit que les hommes ont besoin de manger plus de viande que les femmes qu'un barbecue c'est pas un truc de femme. Donc c'est bien parce que moi ça qui m'a plu et c'est ça que je voulais faire aussi, c'est armer les gens, notamment les jeunes gens aussi, Mm. pour avoir de quoi répondre à leurs frères, leur père, leur mère, leur tante, leur oncle, leur boss, Ouais. ou leur mec. J'ai des nanas qui me racontent aussi, il y a mon mec qui justifie le fait qu'il mange 4 burgers et moi j'en mange un seul parce que c'est un homme et qu'il a besoin de manger plus, sauf qu'il a un travail de bureau sédentaire et moi je cours toute la journée quoi. C'est vrai que certains stéréotypes de genre qu'on a évoqués, bah, voilà, ça remonte à des siècles ou des millénaires. Mais aujourd'hui, bah, la pub est sûrement une des premières sources de ces stéréotypes de genre. Et tout comme bah, voilà, on te fait croire que tu as besoin de céréales ou de jus d'orange pour avoir de l'énergie. Bon, c'est Euh, magique. ouais, le tigre est en toi, tu disais. Bah, la pub nous dit clairement voilà, que tel produit, il est pour les femmes et tel produit, il est pour les hommes. Donc, si tu veux être une femme acceptable, tu dois manger les produits qu'on te conseille, quoi. C'est Et j'ai ça. bugué quand dans le livre, bah, tu compares les pubs dans les magazines féminins et masculins. Ah ouais, est-ce que vous avez déjà vu une pub pour un gros burger qui déborde avec du fromage et tout dans un magazine féminin? Et à l'inverse, est-ce que vous avez déjà vu des pubs pour des eaux aromatisées dans des magazines masculins, quoi? C'est ça. Dans les magazines pour hommes, par exemple Men's Health aux États-Unis et tout, même des GQ, Ouais, donc il y a beaucoup de pubs pour les alcools forts, ouais, pour de l'alcool tout simplement, mais beaucoup pour de l'alcool fort. Alors après, il faut aussi relativiser un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, à cause d'Instagram notamment, il y a aussi des injonctions sur le corps des hommes qui pèsent plus lourd qu'avant, parce que, alors c'est pas à la minceur, c'est plutôt aux muscles. ouais. Voilà. Donc, dans les magazines masculins qui ont toujours fait leur beurre sur, un, la musculature, donc la virilité, deux, sur la performance sexuelle, par exemple le magazine donc Men's Health, qui vraiment parle de ça en permanence. Il y a des pubs donc pour l'alcool fort et tout, mais il y a beaucoup de pubs pour des compléments alimentaires qui sont de la protéine en poudre, par exemple, pour avoir du muscle. Alors que Ce dans les qui est pas du magazines, tout contradictoire, quoi. Genre, voilà. Alors que prendre dans du les gras avec de magazines l'alcool, mais ouais, non, mais complètement, hein, mais voilà, c'est complètement absurde. Ou pour de la grosse viande, quoi. Là, ah bon, ouais. d'accord. Alors que dans les magazines féminins, effectivement, on a des eaux aromatisées, ou bien des bières sans alcool, ou bien des alcools entre guillemets féminins, donc féminisés, c'est-à-dire qu'on va avoir des trucs avec de l'extrait de fleurs de je sais pas quoi. Ouais. Dans les magazines féminins, on a des compléments alimentaires qui vont être, par exemple, pour avoir des cheveux et des ongles en meilleure santé, des compléments alimentaires pour être pour détoxifier son corps, pour avoir plus d'énergie, etc., pour avoir une peau plus belle. Alors que les hommes, c'est pour avoir du muscle. En général, c'est plutôt ça qu'il y a, quoi. Donc ça change un peu, mais c'est toujours la même chose. Ouais, du coup, tu as ces injonctions contradictoires, donc des deux côtés. Forcément un peu plus fort du côté des femmes, où c'est accepte ton corps et aime-toi comme tu es, mais achète cette crème anti-rides quand même. Bah, c'est toujours ça le problème, c'est Mona Chollet qui en parle très bien dans Beauté fatale, où Ouais, elle dit c'est des injonctions contradictoires en permanence et ce qui est intéressant dans la publicité, c'est la notion de culpabilité qui revient systématiquement ouais, dans le le vocabulaire plaisir utilisé. coupable. Voilà, céder à la tentation du chocolat intense, un plaisir coupable, hi hi hi, que des trucs comme ça, voilà. Mona Chollet, elle parle d'un slogan qu'elle a vu dans, je crois, le magazine Elle, dans son essai, où c'est maigrir sans y penser. Ce qui n'a aucun sens, ce qui est illogique. Parce que si on cherche à maigrir, on y pense tout le temps. Mm. Ça nous obsède, ça occupe nos pensées nuit et jour. Et quand on nous dit dans une publicité comme celle que je cite dans le livre, faites-vous plaisir sans culpabilité, bah en fait là on vient de me dire qu'il fallait que je me sente coupable alors que moi j'étais Bah juste oui, en train de kiffer mon morceau de chocolat en me disant ah tiens ouais. j'irais bien acheter ça au supermarché demain. Et là on me dit que en fait je dois mais il faut pas que j'y Parce pense que mais j'étais que censé culpabiliser à la base. ouais mais du coup en fait maintenant je sais que je vais devoir me sentir coupable parce qu'en fait on me dit de pas le faire mais du coup je vais le faire donc c'est horrible ça rend dingue en fait. Et t'as jamais cette notion-là dans les pubs où Pour les hommes avec jamais. le mec.
Jamais. On ne dit jamais à un homme qui va culpabiliser d'avoir mangé un gros steak ou des frites. Si on met en scène un homme qui mange un Snickers, un Mars ou une grosse barre chocolatée hyper calorique. Il assume à 300%. Bah, en fait, on vante, justement, comme tout à l'heure, on vante l'excès, l'abondance, on vante qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Que les hommes, on valorise l'autonomie, l'indépendance, etc. Et on rappelle jamais combien de calories il y a dedans. On va pas le dire, oh là là, un Mars avec 2500 calories. Non, d'ailleurs, c'est des poids comme ça. Et pour les femmes, c'est 2 calories de bonheur et de plaisir. T'es là genre, hein, quoi? Pourquoi tu me parles de calories? J'en peux plus. Voilà, donc déjà, les voix sont différentes, les messages sont différents, et on rappelle toujours aux femmes qu'il faut qu'elles mangent peu et qu'elles doivent rester gracieuses et désirables aux yeux des hommes et de la société. Et il y a aussi, tu vois que le rapport de la bouffe réconfortante, quoi. On vient te larguer, mange de la glace comme Bridget Jones pour te réconforter sous ta couverture. Par contre, ne grossis pas trop, s'il te plaît, parce que donc demain, c'est sport et salade, quoi. Mais du coup, bonjour les troubles du comportement alimentaire, quoi. Mais c'est ça. En fait, quand j'ai écrit le livre, quand j'ai fait les recherches pour écrire le livre, ça m'a beaucoup interrogée, et ça m'a passionnée de chercher à savoir si effectivement les femmes avaient ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle plus élevée que les hommes. Et j'ai trouvé beaucoup d'études à ce sujet qui sont très intéressantes, et la réponse est oui. Mais la question, c'est toujours pourquoi? Parce que oui, bah pareil, hein, voilà, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Oui, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Et c'est intéressant de se dire pourquoi, justement, les femmes ont une alimentation émotionnelle plus élevée que les hommes. Pourquoi? Ce qui est marrant, c'est que je parle dans le bouquin, les femmes vont avoir tendance à beaucoup manger quand elles apprennent un truc ou un événement négatif. Ouais. Et les hommes, c'est positif. Ils vont se faire une grosse bouffe parce qu'ils ont une augmentation, par exemple. Les femmes, elles vont se faire une grosse bouffe parce qu'elles se sont fait larguer. Ouais. Bon. Bah, ça montre que notre rapport à la bouffe est... Voilà. D'un côté, c'est vas-y, mange à fond, et de l'autre côté, c'est mange le moins possible, quoi. Bah, puis c'est mange parce que tu te sens pas bien. Alors, c'est intéressant de se demander pourquoi les femmes mangent plus quand elles vont mal. En fait, déjà, toutes les questions qu'on pose depuis tout à l'heure, la réponse, c'est pas parce que c'est la nature, parce que c'est génétique, parce que c'est biologique. Il n'y a pas de goût inné, on le sait, c'est un consensus scientifique, il n'y a pas de goût inné. Il y a plein de raisons pour lesquelles on mange ce qu'on mange et qu'on aime manger ça, et voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont construites, qui sont la société, qui sont la culture, plutôt que la nature, même si cette dichotomie dans les sciences, on l'a outrepassée il y a déjà très longtemps. Mais les représentations culturelles, donc on parle de Bridget Jones par exemple, jouent très fortement. Quand vous passez votre vie en tant que femme à entendre des messages qui vous disent qu'il faut pas vous faire plaisir en mangeant parce que vous allez grossir et donc être déclassé et pas désirable, mais qu'on vous dit que le seul moment où vous pouvez vous faire plaisir, c'est quand vous vous sentez mal, et qu'on vous le montre, bah du coup, oui, quand vous vous sentez mal, vous vous dites, c'est là que je peux me lâcher, quoi. Ouais. Là, quand vous êtes un homme et vous passez votre vie à avoir des messages qui vous disent, mais fais bien ce que tu veux, bah vous faites ce que vous voulez, quoi. En gros. Donc il n'y a pas de moment où vous vous dites, ah, enfin je peux me lâcher, parce qu'en fait la société vous dit de vous lâcher. Je dis pas que dans les faits tout le monde le fait, attention, hein, je suis pas en train de dire waouh, les hommes ils kiffent la vie parce qu'ils mangent ce qu'ils veulent sans conséquence et c'est génial. Non, je dis juste que on vous passe le message que vous pouvez le faire, en tout cas. Je dis pas que c'est faisable et que c'est souhaitable, évidemment, mais voilà. On va parler aussi du prix que paient les hommes après. Voilà. Mais les femmes, en tout cas, évidemment, j'ai pas été surprise de savoir que les femmes mangent ont une alimentation plus émotionnelle que les hommes, parce que c'est le moment où elles se disent non mais attends, je passe ma vie avec le regard des autres qui pèse sur moi, à faire attention, comme on dit, faire attention, et en fait ça veut dire être au régime. Donc bah voilà, je vais me lâcher parce que je vais pas bien, quoi. Je vais pleurer sur une pizza 4 fromages. C'est bon la pizza 4 fromages. C'est bien de la manger sans pleurer aussi. On a parlé donc du rapport des femmes à l'alimentation. Le prochain épisode, c'est sur le rapport des hommes à la bouffe, cette fois. Vous pouvez retrouver le livre Steakisme de Nora partout en librairie. Le lien est en description. Et si l'émission te plaît et que tu veux qu'elle continue, partage cet épisode à une amie qui aime la bouffe. Ça peut lancer des discussions marrantes. Et si tu as aimé cet épisode avec Nora, tu vas adorer celui avec Yuka, qui questionne aussi notre rapport à l'alimentation. Merci Nora. Ciao. Merci. Tout le monde.